Maintenant que les règles sont dites, je vais nous présenter rapidement, hein, les trois animateurs de cette session. Donc, je vais commencer par moi. Donc moi, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexis, je suis commercial chez Activision depuis 2017. Je suis basé à Strasbourg et donc j'accompagne tout un tas de clients sur voilà, la mise en place de leur stratégie data ou de leur implémentation de leur projet data. À travers différentes technologies, vous pouvez retrouver toutes les technologies dont on est partenaire sur notre site Actinvision. Et DBT fait partie justement de ces solutions partenaires. Et donc pour vous présenter plus techniquement, on va dire, cette solution, je suis accompagné de Raphaël et de Léo qui vont se présenter. Merci beaucoup Alexis. Moi c'est Léo, Léo Mono, je suis dans la data depuis bientôt 8-9 ans et j'opère véritablement sur ce qu'on va vous présenter, ce qu'on appelle un peu du modern data stack depuis 5 ans et plus précisément en focus sur la solution DBT depuis que je suis Activision, c'est-à-dire depuis bientôt 3 ans. Et voilà, c'est un plaisir de vous présenter la solution avec notamment Raphaël que je laisserai se présenter. Ça marche. Merci beaucoup Léo. Donc, moi je me présente également, donc Raphaël Leggio, BI Engineer chez Activision depuis maintenant un peu plus d'un an. Je travaille dans le domaine de la data également depuis 7 à 8 ans, avec plutôt un background de data analyst et avec une évolution au fil des années et des sujets plutôt sur des métiers qui nécessitent de l'analytics engineer, également des sujets de data ingénieur. Ok, super. Bah, écoute, on va parler justement de toutes les typologies de profils finalement qui pourraient utiliser DBT au cours de cette présentation. Avant, je vais juste introduire Actinvision pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Actinvision, on est une société créée en 2014 qui a été fondée à Strasbourg. Et depuis, la société s'est développée avec des nouvelles agences à Paris, à Lyon et plus récemment à Montréal en 2014. Donc Activision, en fait, on est ce qu'on appelle un pure player de la data. On est spécialisé dans toute la valorisation de la chaîne de la donnée. Donc ça veut dire concrètement qu'on va collecter les données dans les systèmes sources de nos clients, on va les transformer avec des outils comme DBT, et puis ensuite on va les restituer aux différentes strates de l'organisation à travers des reporting, des BI, des dashboards, etc. Aujourd'hui, on est 130 collaborateurs en France et au Canada. Et puis on accompagne environ 200 clients actifs. Je parle également de nos petits labels RSE parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont très importantes et puis des valeurs qui tiennent aussi à cœur d'Activision. Donc on est certifié EcoVadis et Lucie Progress. Plus concrètement, du coup, dans nos domaines d'activité, on a 5 grands domaines. Alors, on a une première brique qui est ce qu'on appelle la partie Data Engage. Data Engage, ça va être tout ce qui concerne du conseil stratégique autour de la data. Donc, comment mettre en place un data office chez un client, comment onboarder les différentes populations de l'organisation dans ce projet de modernisation de la data. On met également en place tout ce qui est gouvernance et acculturation autour de la donnée. Autrement dit, quand on déploie une solution, comment on s'assure qu'elle continue d'être utilisée selon les bonnes pratiques, etc. Ça passe par de l'événementiel, ça passe par de la communication interne. Bref, il y a plein de choses qu'on fait vraiment sur cette brique conseil stratégique autour de la data. Ensuite, on a 3 offres techniques, si je puis dire. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a la partie data platform, où on va mettre en place une plateforme de données avec tout ce qui touche à l'architecture de la donnée, la sécurité, la gouvernance, etc. Là, on parle de stockage type Snowflake, Azure, ce genre de choses, Microsoft Fabric. La deuxième brique qui nous concerne aujourd'hui, c'est plus la partie data engineering. Donc, comment justement transformer, mettre en forme nos données dans cette plateforme pour qu'on soit sûr de leur qualité et qu'elles puissent être facilement exploitables derrière. Et donc, la dernière brique, c'est la partie visualisation, data analytics.
comment restituer une donnée qui est parfois hétérogène à différents types de populations au sein d'une organisation, à travers des reporting, à travers la bonne granularité de données, à travers la bonne visualisation. Voilà, tout ça, c'est une science et on vous accompagne là-dessus. Dernière partie, accompagnement, on va dire, un peu plus, enfin pas plus humain, mais en tout cas centré sur l'humain et le transfert de compétences. On a une brique Data Academy. Donc on propose plusieurs formations autour de nos technologies partenaires, dont DBT, tout simplement pour vous faire monter en compétences sur la solution. Vous pouvez retrouver toutes nos formations, là encore, sur notre site ActInVision. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de DBT, forcément. Je vous présente rapidement le petit agenda de la journée. On va commencer simplement par une mise en contexte et puis le positionnement de DBT dans cette moderne data stack, où est-ce qu'il se situe, les différentes aussi licences de la solution, on va dire. Et puis ensuite, on va parler de DevOps. On va notamment voir ce que DBT peut proposer comme robustesse, hein, comme outil. Et puis ensuite, on va rentrer concrètement dans la démo du produit et on va voir trois aspects principaux de DBT. Le premier, c'est la partie cataloging de la donnée. On va ensuite voir la partie orchestration, hein, comment on automatise les flows, etc., comment on schedule. Et puis la dernière partie qui va concerner Canva et Copilot. Donc là, on va plutôt aborder l'aspect métier et comment dire, assisté par l'IA de DBT. Et puis le petit bonus de ce webinaire, c'est on va dire une petite toolkit pour vous permettre de migrer facilement vers DBT si jamais vous avez un projet voilà, qui nécessite une migration vers une nouvelle stack data. Voilà, maintenant que le programme a été dit, je pense que je vais pouvoir vous passer la main, Raphaël, Léo. The floor is yours. Yes. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup. Écoutez, immédiatement, on se retrouve du coup avec on va essayer d'avoir un peu la global picture de la data. Alexis, lorsqu'il vous a rappelé les offres de ActInVision, vous a presque fourni ce schéma-là, mais là, on a quelque chose d'un peu plus visuel. Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est tout simplement le flux de vie de la donnée au sein de votre organisation. C'est un schéma d'architecture de la chaîne décisionnelle. On se retrouve avec à gauche les sources. Ensuite, on a une brique d'ingestion qui de plus en plus aujourd'hui est remplacée par des services de mirroring ou de streaming entre vos sources et votre plateforme de données. Et donc ensuite, on arrive à ce qu'on appelle la data app, peut-être dans certains contextes, la plateforme de données, avec les données sont déposées dans leur format brut, donc on les transporte juste des systèmes sources vers la plateforme de données. Ensuite, on va vouloir les transformer pour qu'elles soient plus digestes pour les différents besoins sous-jacents que vous avez à droite, qui vont être de la visualisation, et aujourd'hui, beaucoup, bien évidemment, de machine learning également, d'IA qui vont se servir sur toutes ces données qui sont bien préparées. Il y a tout le monde est prêt pour l'IA, sauf vos données. Et c'est en ce sens que justement, DBT, on va le positionner sur la brique transformation. DBT, souvent, on l'associe à ce qu'on appelle l'ELT, Extract, Load, Transform. Pour être plus précis, vraiment, Extract, Load, c'est plutôt la brique ingestion que vous avez entre vos sources et la plateforme de données. Et DBT, ça va vraiment être le T de ELT. C'est un outil dédié à la transformation de données. Et j'ai envie de dire, c'est un peu une des briques de la data qui est l'une des plus critiques, parce que la transformation de données, c'est un peu celle qui va contenir la définition de toutes les règles métiers en fait, de votre organisation. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien qu'on zoome sur ce qui se passe véritablement au sein de cette brique de transformation, au sein de la petite roue dentée. Donc là, vous voyez, en haut, on a les données brutes qui sont dans un schéma RAW, et on va vouloir les transformer pour les exposer au niveau MARTS. Donc DBT, ce qui se passe dans DBT, il induit un peu ce qu'aujourd'hui on appelle dans certains contextes, notamment chez des solutions peut-être Microsoft, le bronze, silver, gold. Alors dans le jargon DBT, on appelle ça staging intermediate MARTS, mais en gros c'est une practice qui vise à séparer les différents types de transformations, de les catégoriser,
pour les ranger dans des couches différentes, ce qui va permettre que on sait exactement une règle de gestion, par exemple, va être définie, une règle de calcul va être définie au niveau intermédiaire. Tout ce qui est du renommage ou de la fusion de tables similaires, si vous avez un CRM en Amérique et un CRM en Chine, ben on va vouloir fusionner les deux tables. Ça va être en staging, par exemple. Toute la logique incrémentale, l'historisation, on va la faire en Mart. C'est un exemple, bien évidemment, ça peut varier d'un contexte à l'autre, hein, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre comment ça se passe au sein de DBT. Et donc DBT, c'est un outil SQL, SQL First, comme on le dit. Alors SQL First, faut savoir que ce que je vous présente là, c'est un peu, en tout cas au démarrage de DBT, un des sujets pour lesquels il y avait de la réticence vis-à-vis de l'adoption de l'outil. Donc pour bien vous expliquer comment ça marche DBT, eh bien en fait tout simplement ce sont des fichiers SQL qui vont venir s'imbriquer et composer nos flux. Pour les OG de la data, ceux qui ont travaillé sur du warehousing, du SQL Server, du Oracle, tout simplement, ça peut s'apparenter en fait à de la procédure stockée en SQL. Donc finalement, quelque chose que vous allez bien, en tout cas qui va parler systématiquement aux gens qui bossent dans la data, et notamment que ce soit data engineer, data analyst, tout le monde connaît le SQL. Et donc en fait, on va séparer le SQL. Donc vous avez par exemple ici dans l'exemple qui vous est donné, on va chercher à récupérer les tables event de notre CRM de Meapack, la table event de nos CRM de Americas. Donc dans un premier temps, chacune des deux ont un modèle. Ensuite, dans Intermediate, donc là on va faire du formatage sur staging. Dans Intermediate, on va vouloir joindre les deux tables. C'est là aussi où on va potentiellement appliquer des règles de gestion. Et là dans Mart, on propose de faire une agrégation, parce que là c'est le niveau qui est exposé. On n'a pas besoin de la granularité la plus fine sur ces données-là. Mais donc, lorsque je vais exécuter ça, en fait, tout simplement, le SQL va s'imbriquer, c'est-à-dire que on va partir de Mart qui va faire un from qui va référencer la partie intermédiate, et intermédiate qui référence elle-même les deux modèles sous-jacents staging, Meapack Events, Americas Events, qui eux référencent une source qui nous a été poussée via notre outil ESB type, je sais pas, Talend, qui nous a été poussé dans la data platform. Enfin voilà. Je te laisserai passer sur la slide suivante. Là, ce que je vous ai montré du coup, c'était qu'on était sur une approche très code, très SQL hein, malgré tout. Donc c'est du code, mais c'est du SQL. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment pas, enfin c'est le langage de la data. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de faire ces pipelines de transformation de données, qui sont un endroit très critique de la data parce qu'elles contiennent vos règles de gestion, encore une fois, eh bien, le fait d'avoir cette approche code, ça va nous permettre en fait tout simplement d'importer les meilleures pratiques DevOps, donc les pratiques un peu de développement informatique, de développement peut-être applicatif, qu'on pourrait appeler le développement peut-être full stack, donc qui est bien connu hein, dans d'autres secteurs, mais que la data en fait n'avait pas encore jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on parle de modern data stack, on n'était pas encore parti vers ces pratiques. Donc globalement, le DevOps, c'est quoi? Je te laisserai passer peut-être sur la slide suivante. Le DevOps, qu'est-ce que ça nous apporte, notamment via en fait un outil qui s'appelle Git, avec lequel en fait DBT est très très compliant. Ça nous apporte la traçabilité totale des changements. On sait exactement qui a modifié quoi, quand et pourquoi. C'est un historique tout simplement de toute l'activité de votre staff data sur votre projet DBT, qui est composé de fichiers. On va avoir la capacité en fait de mettre de l'ownership sur les déploiements et de responsabiliser quelqu'un vis-à-vis d'un déploiement. C'est-à-dire que, et souvent, ce n'est pas une seule personne qui va se responsabiliser, ça va être deux personnes. On va pouvoir mettre des validations avant des déploiements, notamment souvent les déploiements en production. Et donc, on sait systématiquement un déploiement qui arrive en production, eh bien, il a été validé. Il y a une revue de code qui a été faite. La connaissance a été transférée entre les différents développeurs qui se sont engagés sur ce qui part en production. Et donc, voilà, en termes de process, ça rend vraiment tout le processus de run, de build également, eh bien, très, très solide, en essayant d'endiguer un maximum des petites erreurs qui pourraient se retrouver en production. On a une séparation stricte des environnements également. Aujourd'hui, travailler avec du DBT, ça va vraiment permettre à tout un chacun de vos développeurs d'avoir son environnement de développement
uniquement à lui, ce qui est aujourd'hui très important quand on a notamment des profils qui ont envie de monter en compétences mais qui n'ont pas envie d'impacter déjà la production, mais en plus peut-être potentiellement les environnements de développement des autres développeurs. Donc tout ça est très propice en tout cas à la montée en compétences, au fait qu'on aille essayer, au fait de pouvoir se planter potentiellement sans jamais impacter ses collaborateurs, le faire un peu dans son coin et puis après de pousser son code sur du Git, et puis là on fait les revues de code, on s'assure que tout est bon et on déploie en production. C'est un peu d'ailleurs en ce sens-là que j'ai mis le dernier point, je ne vais pas repasser dessus, la collaboration sans collision. En tout cas, voilà. Je ne veux pas rentrer trop dans, on va dire, le technique de ce que c'est que le DevOps. On ne va pas faire un cours sur Git, mais c'est important pour moi que vous compreniez tous que vraiment, aujourd'hui, ce qu'on appelle la Data Ops, c'est vraiment un standard dans les organisations. Et c'est un véritable gain financier parce que voilà, il y a du turnover, il y a quelqu'un qui quitte l'organisation, il part avec la connaissance, et ben en fait non, il a déjà partagé sa connaissance lors des différentes revues de code, tout est tracé sur ce qu'il a fait, et en fait, eh bien finalement, on a un gain véritablement à avoir toute cette traçabilité et cette connaissance qui se partage avant chaque déploiement. Au-delà des meilleures pratiques DevOps, je voulais vous partager. Attends, excuse-moi, reviens juste sur la petite slide derrière, Raphaël. Pas de souci, vas-y. Ça, c'est un rapide sommaire un peu de tout ce qu'apporte DBT en termes de robustesse des solutions data qui sont développées. Donc, on a un jalon développement, on va pouvoir développer sur IDE ou CLI. Tout ça va vous être démontré, bien évidemment, sur la démonstration, que notamment Raphaël va nous faire juste après. On va pouvoir développer donc sur IDE, c'est notamment tout ce qu'on appelle les applications VS Code, éditeurs de code, mais qui aujourd'hui permettent d'intégrer notamment de l'IA. On va pouvoir installer plein de packages qui vont nous permettre de tester notamment, d'appliquer des tests, donc des tests, des pre-built tests qu'on va pouvoir appliquer sur sa pipeline de données, assurer que à chaque étape la donnée est de qualité et qu'on n'écrit pas la donnée au niveau MART là où elle est exposée pour les tableaux, les dashboards avec de la donnée erronée. Et pour toute la partie déploiement, CI/CD, version control, logging and alerting, voilà, tout ça va avec notamment ce qu'on appelle le DataOps. Et je laisserai maintenant Raphaël continuer pour vous expliquer que justement on a deux produits DBT. Yes, merci beaucoup Léo. Donc là, Léo vous a présenté vraiment les grandes notions du modern data. Donc tout ce qui est la partie versionning, etc. Et donc toutes les bonnes pratiques. Donc là, on va rentrer directement, je vais vous montrer précisément comment DBT marche, et donc ce qui va vous permettre de vous projeter un peu par rapport aux grandes notions qu'on vient de voir. Donc aujourd'hui, DBT Labs propose DBT Core et DBT Platform. Donc historiquement, DBT Core est arrivé sur le marché, donc normalement, si je dis pas de bêtises, en 2016. Avec le temps, donc en 2019, DBT Labs propose aujourd'hui DBT Platform, qui s'appelait il n'y a pas encore très longtemps DBT Cloud, qui va être l'équivalent du DBT Core, mais sur vraiment sa plus-value, une interface web qui sera beaucoup plus friendly, plus facile de prise en main, avec notamment des fonctionnalités supplémentaires qui vont être par exemple l'orchestration, la gouvernance et comme on verra juste après pour la démo, des fonctionnalités comme le Canvas. Mais ce qu'il faut quand même retenir derrière tout ça, c'est que le moteur de DBT Core reste le même. La différence, c'est que DBT Core initialement est plutôt, c'est un outil open source, gratuit, mais il est plus adapté, disons, à des data engineers qui sont à l'aise avec Git, à l'aise avec le terminal, et c'est des choses où le data ingénieur va s'auto-gérer. Donc il peut faire pas mal de fonctionnalités, mais ça demande plus d'autonomie. Là où DBT Platform va vraiment être un accompagnement et va aussi permettre à d'autres utilisateurs comme les analystes ou des utilisateurs métiers de pas forcément exécuter du code, mais même d'aller voir de la donnée, comment elle arrive, quelles sont les transformations qui sont en place, et peuvent également aujourd'hui interroger l'IA pour avoir plus d'aide. Donc c'est en ce sens-là que DBT Platform aujourd'hui prend sa place et va vraiment aider le quotidien. Ouais, je vais rapidement rebondir, Raphaël, si ça te dérange pas. Bien sûr. Parce que voilà, effectivement, donc moi je commence sur DBT Core, je pense en 2021, même si c'est vrai qu'il est plus vieux, mais les grosses organisations, nous, je pense, ont commencé véritablement à l'adopter début 2020. Et pourquoi justement? Parce que il était dans son format open source. Open source, ça veut dire que vous n'avez pas de service client, vous gérez la solution que vous installez chez vous.
Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les solutions open source. On sort un peu du crochet de l'éditeur et je pense que c'est bien de ne pas avoir son organisation au crochet des différents éditeurs, hein. En revanche, bah, ça a un contre-coup, le fait que ce soit open source. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de service client. Vous devez faire une installation que vous allez héberger sur une VM, cloud, Azure ou AWS. Ça, bah, au-delà des coûts d'infrastructure, c'est des coûts de ressources humaines également qui maîtrisent ce genre de setup. Et, euh, et ensuite, eh bien, voilà, on est sur quelque chose de très rudimentaire, sans interface graphique, où tout passe par le terminal. Voilà, ça demande quand même d'avoir des connaissances. Donc aujourd'hui, avec DBT Platform, l'idée et ce qu'on va vous démontrer en fait au cours de ce webinaire, c'est que même si vous n'avez pas des platform engineers de plus de 15 ans d'expérience dans des contextes du CAC 40, eh bien aujourd'hui, il est possible en fait de ramener ces bonnes pratiques de développement, le DataOps notamment, avec des solutions comme DBT, de manière un peu plus managée, plus facile à implémenter, avec un bon time to market. Voilà, c'est un peu ce qui va être présenté ici, avec cette présentation donc de DBT Cloud et non pas de DBT Core qui est sa version open source et gratuite. DBT Cloud qui va avoir du coup un licensing, mais bah, qui vous promet un meilleur time to market de vos migrations et du développement de vos solutions data. C'est tout pour mon intervention, Raphaël. Tu peux y aller, excuse-moi. Pas de Et, souci. et pendant la transition, juste pour synthétiser un petit peu ce que vous venez de dire, parce qu'on parle de Analytic Engineer, Data Engineer, BI Engineer, tu as même parlé de Platform Engineer. Pour avoir un champ lexical commun, où est-ce que vous situez DBT en termes d'utilisation? Il s'adresse à quel type de population? On est vraiment sur le data eng pur ou le business analyst? Voilà. Comment vous le situez? Alors, je vais bien répondre à cette question, mais si ça ne te dérange pas, Raphaël, tu peux retourner sur le schéma d'archi qu'on avait là, peut-être 3-4 slides avant, Bien sûr, n'hésite pas à me dire stop. Encore un petit là peu où, là où, peut-être. là où est positionné DBT. Ouais, Ouais. juste celle-là. Donc là, on a le full scope de la chaîne décisionnelle. Donc, alors, bien évidemment, d'une organisation à l'autre, ça diverge. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu comment l'éditeur DBT qualifie les différents postes sur cette chaîne décisionnelle. Donc, on va en placer trois. On a le data engineer, on a le data analyst, et on a un nouveau qui est introduit justement par DBT, qui est le analytics engineer. Donc, effectivement, ça fait beaucoup. On a aussi le platform engineer. Globalement, pour faire très rapide, hein, parce qu'il faut vraiment qu'on enchaîne sur la démo, le data engineer s'occupe de déplacer de la donnée de vos systèmes sources jusqu'à votre plateforme de données, avec les problématiques réseau, les problématiques de sécurité, pare-feu que ça implique, les problématiques de bande passante aussi, pourquoi pas, mais ça va très vite aujourd'hui, de fréquence de rechargement, de streaming. Voilà, c'est ce qui gère le data engineer. Il n'est pas très business finalement. Ensuite, lorsqu'on a les données brutes qui sont dans la data platform et qu'on va vouloir les transformer, appliquer des règles de gestion, là on rentre dans du métier, dans du développement toujours, mais avec du business. Et donc là, c'est le analytics engineer qui lui fait de la transformation. Du coup, il maîtrise le SQL, il maîtrise quand même le code, du coup, pas forcément au niveau d'un data engineer, mais lui, ce qui va surtout l'intéresser, c'est de bien appliquer les règles de gestion qui définissent comment votre business tourne et pour que la donnée bah, soit à l'image des différentes règles de calcul que vous avez définies. Et ensuite, on a Ok. le data analyst qui, lui, bah, va venir se servir sur les données qui sont préparées, potentiellement les retravailler un petit peu, hein, c'est pas impossible, si jamais il a envie d'être en autonomie, mais en tout cas, il va voilà, bah, proposer des analyses, des rapports, et il va travailler peut-être un peu plus avec le business. Mais le analytics engineer travaille pas mal avec le business. Voilà, bon, pour faire Ok. très rapide, encore une fois, ça diffère des organisations. Là, je vous propose la vision un peu de l'éditeur DBT qu'on présente aujourd'hui. Ok. Ça te paraît Ça plus marche. clair, Alexis, c'est bon? Ouais, oui, c'est bon. Je vous laisse enchaîner avec la démo. Ça marche, merci beaucoup. Super, merci. Donc là, on va passer sur DBT, donc plateforme. Il faut bien que je fasse attention à dire plateforme et pas cloud. Où je vais vous faire une petite overview de DBT plateforme, de ce qu'on vient de vous présenter au global. Puis on va aller directement sur la partie Explorer et Lineage. Donc, je vous fais la petite bascule. Donc, voici à quoi ressemble DBT Platform. Donc, tout de suite, on voit en arrivant, donc là, on est directement, on arrive sur Dashboard avec une vue d'ensemble du projet. Donc là, on voit qu'on est sur le projet Webinar Jaffel April. On va directement avoir les récentes activités. Hein, donc, on voit ici qu'on n'a que des jobs en exécution avec succès, c'est super. Et on va également avoir une vision des environnements de déploiement.
Donc ici, on a la pré-prod et la prod. Parce qu'on verra par la suite que, je vais peut-être vous faire la transition rapidement après, mais dans le studio, on est vraiment sur un environnement de développement. Et derrière, c'est grâce aux jobs notamment qu'on va mettre en place qu'on va venir alimenter la pré-prod et la prod. Donc DBT Platform aujourd'hui propose donc le catalogue qu'on va aller directement après ça vous présenter. Donc la vision d'ensemble du dashboard, le studio qui est l'endroit, l'espace de développement, mais vraiment cette fois-ci en code SQL. Canvas qui est également un endroit de développement. Il faut bien avoir en tête que Studio et Canvas sont tous les deux des environnements de développement, mais le Studio va être du code, là où Canvas va être du drag and drop et du low code. Et ensuite, il y a la partie inside et l'orchestration, où ici, on a notamment le suivi des runs, les jobs, les différents environnements et la data source. Donc, pour mettre en lien avec ce que vous a présenté Léo, on va se diriger sur le Studio, vraiment avoir une overview de l'environnement de développement. Donc, lorsqu'on arrive ici, donc comme vous en a parlé Léo, on va retrouver nos modèles avec les différentes couches, donc ici staging et Mart. Et donc, dans chaque dossier, on va y retrouver des modèles SQL. Donc, je vais en prendre un au hasard. Donc, par exemple, ici, on va se retrouver avec du code SQL où on a le modèle STG Customer, on a des CTE. Et le premier point que vous voyez tout de suite en dessous, c'est qu'on a directement un lineage. Donc là, on se rend compte que STG Customer se base sur la source raw customer. On aurait pu également le voir. On l'a défini dans le YAML qui est ici, où on définit les sources. Mais ce qui vous permet déjà, si vous n'êtes pas à l'aise pour aller voir le YAML en question, d'avoir déjà ce lineage qui vous reparcourt, qui vous fait directement un visuel de la donnée. Et vous voyez également en un clin d'œil que STG Customer va venir alimenter Customer et Gym Customer. Donc c'est déjà un gros atout. Et comme vous pouvez le voir ici, chaque modèle a un YAML associé. Donc nous, on part du principe que pour la lisibilité, on associe un YAML par modèle, mais vous pouvez, si je ne dis pas de bêtises, avoir un YAML dans lequel vous pouvez documenter et faire vos tests de tous les modèles. Mais idéalement, c'est mieux quand même d'avoir un YAML par modèle. Donc à quoi ça ressemble, je vais vous montrer très rapidement. C'est dans ce YAML précis qu'on va avoir une description du modèle. Donc là, on voit bien que c'est pour le STG Customer, une description de ce que ça fait, donc Customer Data with Basic Cleaning. Et on va également avoir des descriptions au niveau des colonnes. Donc là, pour le Customer ID, on va avoir une description et également suivi de data tests. Donc ici, on va avoir des tests lorsqu'on va exécuter ce modèle. Des tests vont s'exécuter pour bien vérifier que Customer ID est bien non nul et unique. Donc dès à présent, vous pouvez déjà faire vos tests. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Et derrière, vous avez également les marques qui se représentent de la même façon. Et donc, ces YAML-là, Léo, oui, tu vas ajouter quelque chose peut-être? Oui, non, alors je voulais juste ajouter, tout à l'heure, voilà, je vous ai parlé de quand il y a du turnover, la connaissance se perd. Aujourd'hui, vraiment, DBT, avec ces fameux YAML qui sont où pour chaque étape de transformation, on a un YAML associé. Dans ce YAML-là, voilà, on va pouvoir documenter, appliquer des tests. Et aujourd'hui, moi, je sais que dans mes contextes, je n'autorise pas de déploiement en production si jamais, pour chaque étape de transformation qui est ajoutée, par exemple, eh bien, je veux absolument qu'il y ait une description de ce que fait l'étape de transformation, des différentes colonnes, qu'il y ait des tests à appliquer si nécessaire. Mais dans la majorité des cas, il y a toujours, par exemple, testé que la transformation n'a pas généré de doublons. Donc voilà, véritablement, ce qui est présenté ici, c'est qu'on a l'étape de transformation qui est faite et on a sa documentation, les tests de qualité de données qui sont associés, qui sont réalisés en même temps et qui sont soumis au même versionnement. Excuse-moi, Raphaël, je te laisse reprendre 2 secondes. Et voilà, juste pour terminer, tout ce que vous voyez ici, c'est du VS Code embedded. Et donc là, on est sur un navigateur Chrome classique, mais tout ce qu'on a là ici, on peut très bien le setup sur son VS Code. Pour tous les développeurs qui travaillent depuis longtemps sur leur IDE, qui ont leurs petites extensions, qui ont leur colorimétrie qui est bien affichée, on va pouvoir le retrouver sur VS Code. Mais si jamais vous n'êtes pas familier avec VS Code, vous pouvez tout simplement être sur le DBT Cloud, le portail web. Voilà. En connexion SSO, ce qui facilite aussi le fait qu'on transmette les accès facilement à d'autres gens dans l'organisation. Ça marche. Merci Léo pour ton complément. Donc ce YAML-là,
Donc les descriptions qu'on peut avoir ici, d'ailleurs, vous avez des options qui vous permettent aujourd'hui très facilement, hein, donc je parle de mon expérience par rapport à Snowflake, vous avez la possibilité de mettre des paramétrages qui permettent de remonter la description directement sur votre data platform. Et donc vous allez voir, quand vous allez consulter votre vue ou votre table dans votre data platform, vous allez retrouver exactement ces descriptions-là, que ce soit au niveau de la table ou au niveau des colonnes. Donc je vais tout de suite basculer pour vous montrer comment on peut retrouver ces fameuses descriptions donc, dans ce qui nous intéresse sur l'Explorer. Donc on va aller sur Catalogue. Hop, je me mets en pré-prod. Et donc, en sélectionnant directement mon projet, ici, je vais avoir une vision d'ensemble, ce qui est très intéressant quand une nouvelle personne rejoint un projet, par exemple. Ça va lui permettre de voir en un coup d'œil le nombre de modèles concernés, les sources, les tests qui sont mis en place. Et c'est déjà une très belle documentation en arrivant sur des projets. Vous avez la possibilité, donc ici, on va pas le faire, mais ça arrive que vous aviez différents projets qui sont liés sur un account. Donc en soi, on pourrait avoir le lineage au niveau de l'account complètement. Mais là, ici, on va s'attarder plutôt sur le lineage au niveau du projet. Et donc, on retombe sur cette partie-là. Donc, on voit un petit peu des briques qu'on a pu voir tout à l'heure quand nous étions au niveau du modèle. Vraiment un focus sur le modèle. Cette fois-ci, grâce au catalogue, on a une vision du projet. Et ensuite, vous avez différentes possibilités si vous voulez avoir d'autres informations. Par exemple, ici, je peux savoir ce qui est les modèles qui sont générés et qui vont créer des vues, celles qui vont créer des tables. Donc ceci, ce n'est pas négligeable en termes d'information. Vous avez également la possibilité de savoir les derniers statuts d'exécution reliés à chaque modèle. Le modèle layer qui va vous permettre de savoir les modèles qui sont du stage ou du MART. Et les tests également, ceux qui sont réussis ou non connus ou fail. Donc déjà, vous avez cette observabilité qui vous permet de savoir là où le problème a eu lieu. Donc c'est déjà un point fort. L'autre possibilité, c'est que si je double-clique sur un modèle, je vais avoir ce focus-là sur ce modèle, avoir des informations générales qui vont être liées au dernier run, ce genre de choses, le nombre de lignes qui sont présents sur la table. Et ici, par exemple, on retrouve la description, on retrouve une description sur ce modèle-là. Et c'est typiquement cette description-là qui a été générée dans le YAML qu'on retrouve ici. Ensuite, vous avez le détail du code de ce modèle, les colonnes. Donc là, ici également, on va retrouver les descriptions qui sont dans le YAML. Donc par exemple, là, pour Order ID, on aperçoit the unique key of the order marked. Et on va également avoir directement une vue des tests qui sont réalisés. Ça aussi, c'est les data tests qu'on a vus tout à l'heure dans le YAML. On les voit ici en simple. C'est pour ça que je vous dis que l'environnement de développeur, ça va être, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça, vous allez dans le catalogue, vous avez une vision totale du projet, des différentes tables, si c'est des tables ou des vues, les informations, les descriptions, les tests qui sont réalisés. Et là, on voit tout de suite que Order ID va passer en test pour du non nul, relationship et unique. Et le dernier point fort qu'on va revoir, c'est qu'on a également la possibilité d'avoir le lineage au niveau des colonnes. Donc ça également, aujourd'hui vous reprenez un projet, c'est pas toujours évident de connaître le champ en question, d'où il vient, s'il a eu des transformations, et parfois c'est un peu casse-tête. Et donc grâce à ça, on a pareil, toujours on a ce lineage là, on va savoir que Order ID, donc on a identifié dans le modèle Order, provient initialement de la source RawOrders qui s'appelait ID et ensuite il a été renommé dans le modèle Stage Orders. Donc là on voit bien qu'en plus c'est du rename et ensuite il a été utilisé jusqu'au modèle Fact Orders, donc du pass-through, ce qui signifie simplement on a repris le champ tel quel, il n'y a pas de renommage et derrière ce même champ ou colonne alimente 3 modèles, donc Customers, Dim Customers et Customers, cette fois-ci en transformation, et on voit quels sont les champs que ça a générés. Donc ça, c'est vraiment une belle fonctionnalité pour vous y retrouver et prendre en main très très rapidement les différents projets. Donc que ce soit par la doc, par les lineages et la vue d'ensemble que vous pouvez avoir. C'est vraiment une très jolie vue, hein. C'est très impressionnant, je trouve, comment ils évoluent graphiquement.
DBT Cloud. Faut savoir que je l'avais implémenté dans un des clients du secteur du luxe de ActiveVision là, il y a 2 ans. Et c'est très content de voir comment justement ça évolue et de voir que bah, les documentations qu'on écrit dans les petits YAML justement bah, transparaissent de cet état-là. Et aujourd'hui, en fait, je pense qu'au-delà même de servir les data engineers qui arrivent sur le contexte et qui veulent comprendre comment sont faits les flux de données, potentiellement c'est tellement digeste en fait ces interfaces-là que même pour des stakeholders, des business, bah, toute cette partie Explorer, je pense que elle peut à mesure que les organisations deviennent de plus en plus matures avec la data, bah, leur être communiquée et qu'ils puissent en fait bah, un peu ouvrir sous le capot et voir ce qui se passe un peu dans les pipelines de données qui alimentent les dashboards qu'ils consultent tous les jours. Donc non, c'est vraiment vraiment top ça. Excuse-moi, vas-y Raphaël. Pas de souci. Donc un petit récap très rapide de ce qu'on vient de voir. Donc là, on a vu qu'avec l'Explorer, on a vraiment un catalogue. Donc on a la partie Project Lineage, on va avoir le lineage au niveau du projet, mais à ne pas négliger non plus, comme je vous le disais juste avant, qu'on peut avoir également le lineage au niveau de l'account, dans le cas où des projets se rapprocheraient. On va avoir le column level lineage, donc ça depuis l'arrivée de Fusion, qui vous permet de voir rapidement d'où vient le champ et s'il y a eu des transformations réalisées. Donc vous avez de la doc autogérée, vous pouvez trouver rapidement un modèle et bien sûr vous avez la fraîcheur des données dans vos dashboards. Je vais maintenant laisser la main à Léo qui va vous parler de la partie orchestration. Léo, je te laisse prendre la main sur le partage. Allez, yes. Merci Raphaël. La partie orchestration, elle est très importante c'est très important de vous en parler. Ce qu'on appelle l'orchestration, tout simplement, vous avez sûrement ça déjà dans vos organisations, bah, c'est le fait de dire tous les jours à 8 heures du matin, je recharge tous mes rapports qui vont traiter des ventes que j'ai fait la veille. Et pourquoi je le fais à 8 heures? Je le fais à 8 heures parce que à 8 heures, j'ai mon CRM de Chine qui a fini j'ai le traitement des données du CRM vers ma data platform qui a fini d'être exécuté. Et donc simplement l'orchestration, bah, c'est comment je vais recharger toutes les données et surtout comment je vais les déclencher et comment je vais potentiellement aussi les orchestrer, les mettre à une alerte. Pourquoi c'est très important que je vous en parle sur DBT Cloud de cette partie orchestration? C'est parce que c'est quelque chose que vous n'aurez pas avec la version gratuite, notamment DBT Core. Donc pour ceux qui connaissent avec la version gratuite DBT Core, ce qu'on fait lorsqu'on a envie bah, de déclencher un flux DBT, c'est qu'on est obligé d'avoir un outil externe qui s'appelle Airflow et qui, comme je vous l'avais mentionné un peu avant qu'on commence la partie démo, bah, cet outil Airflow, c'est pareil, il est open source, ça nous vient de chez Apache, il faut le maintenir. C'est quasiment un ETP, je pense, à mi-temps, voire full temps, selon la taille de votre organisation, que ça va vous nécessiter. Et ce n'est pas les compétences les moins chères. Alors après, Airflow, c'est un très bon outil, hein, ça permet vraiment de faire des choses qui sont très très complètes, mais c'est complètement overkill pour la plupart des organisations. Et aujourd'hui, bah, avoir cette partie d'orchestration qui est proposée nativement avec DBT et qui va nous permettre bah, d'exécuter sur un horaire précis ou en fonction d'autres jobs qui auraient fini d'être exécutés en amont, qui serait un prérequis pour qu'on exécute notre pipeline DBT, eh bien c'est un énorme, énorme avantage. Au-delà du fait qu'on puisse le faire maintenant directement depuis DBT, eh bien, c'est comme je dis, on a une interface qui est très facilitée et qui va permettre en fait un peu même potentiellement un data analyst qui ont envie de faire une petite étape de transformation supplémentaire, eh bien de pouvoir l'orchestrer et venir la mettre à la suite de tout le process d'orchestration qui est plus costaud. Donc petite rapide démo parce qu'on a d'autres choses à démontrer. J'aimerais bien qu'on traite aussi beaucoup de l'AI qui arrive là sur la plateforme. Mais voilà, l'objectif là de cette démonstration, c'est de vous montrer voilà sur chacun de mes donc j'ai mon projet du webinar avec mes pipelines de vente de Jaffle. Je vais pouvoir justement bah, aller sur la pré-prod, créer un job. Et donc là, j'ai 3 types de jobs. Soit je vais pouvoir créer des jobs bah, qui vont être exécutés en fonction d'une alerte ou sur un horaire planifié. Soit je vais également pouvoir créer des jobs lorsque je déploie. Et là, je vais vouloir notamment créer des jobs bah, peut-être qui où je vais pouvoir lui définir que ce sont des jobs qui vont tester que je n'ai pas de régression, par exemple, au moment de mon déploiement, de manière automatisée. Euh, donc rapidement, ici, je vous montre l'interface pour créer un job. Job setting pour déclarer un nom. Et ici, je vais pouvoir lui mettre différentes commandes. Donc, je vais pouvoir lui lancer des commandes DBT run qui va exécuter l'ensemble des pipelines de mon projet. Mais si je veux, je peux aussi sélectionner exactement qu'est-ce que j'ai envie de run. Donc là, par exemple, je vais run tout ce qui est
les sales et tous les modèles qui sont référencés, enfin, que Mart Sales va référencer. Donc tous les domaines upstream, si vous voulez. Et là, par exemple, je vais vouloir maintenant lancer tout mon process DBT Run, Select, plus Mart, Orders. Voilà. Et donc, eh bien, peut-être que j'ai une dépendance entre Sales et Orders, et c'est pour ça que je vais le faire dans ce sens-là. Et je peux ajouter une autre commande qui va être de dire DBT Test. Et là, DBT Test, ben, je vais l'appliquer à l'ensemble du projet, faire tourner tous les tests. Donc, je vais juste l'écrire comme ça, sans le sélectionner. Par défaut, il va tout faire. Maintenant, effectivement, en fait, le DBT test, c'est peut-être mieux de le jouer avant les runs, l'histoire que j'écrive pas des mauvaises données dans mes marts et que si j'ai un test qui plante, eh bien, je commence pas à faire du run qui va me faire des coups Snowflake, des coups Fabric, j'en sais rien. Donc, peut-être que je vais positionner DBT test en haut. Enfin, voilà. Ici, je vais pouvoir faire run on a schedule. Et puis, j'ai tout simplement mon job qui est prêt. Et donc ça, on est sur une grande facilité. Et là où je vous parlais d'un bien meilleur time to market, je te laisserai peut-être, je finis la démo, Raphaël, je laisserai peut-être revenir sur la dernière slide du coup de conclusion. Bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, vraiment, DBT Cloud et cette facilité à créer des jobs, à les orchestrer, à comprendre, à rapidement les implémenter, eh bien, ça va véritablement vous accélérer votre time to market, vous faire économiser des ressources et de l'argent, quand bien même il est en challenge avec des solutions gratuites telles que Airflow. Eh bien, voilà, passer par cet orchestrateur de DBT Cloud, lorsque vous avez un contexte qui le permet, qui n'est pas énorme, et franchement, enfin, faut vraiment avoir un énorme contexte, et j'aime bien Airflow, hein, je suis un utilisateur de Airflow sur une base quotidienne, mais voilà, c'est très fastidieux à implémenter, ça nécessite beaucoup de coûts d'implémentation et de maintenance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec justement ce qu'on a sur DBT Cloud. Donc c'est peut-être pas aussi fourni que Airflow, mais l'objectif n'était pas de recopier Airflow. En tout cas, out of the box, avec DBT Cloud, vous avez une solution d'orchestration et de run de vos différentes pipelines. Et voilà, je pense que c'est vraiment l'important à retenir sur cette partie orchestration. Très bien. Et je te laisserai continuer sur la Bien démo, sûr, bien Raphaël. sûr, j'enchaîne. Donc maintenant qu'on vous a présenté donc l'Explorer, on a vu rapidement aussi le studio, donc qui est l'environnement de développement avec le SQL. Cette fois-ci, on va passer sur Canvas et Copilot. Donc on a pris le choix de lier les deux parce qu'on va vous faire une petite démo qui permet directement d'utiliser les deux et d'avoir un peu une overview de comment aujourd'hui dans le quotidien vous pouvez pratiquer. Donc je rebascule sur DBT. Hop, donc cette fois-ci, on va aller dans Canvas. Donc pour rappel, Canvas est l'interface qui va vous permettre de faire du low-code, donc du drag and drop. Mais il faut vraiment le voir comme un environnement de développement, mais pour les gens qui sont moins à l'aise avec du